Bon, écoutez, rebonjour à tous. Donc, on va consacrer 45 minutes à parler de la prévention du dopage équin, alors que ce soit pour l'athlète cheval, la partie dont je vais me charger, et pour l'athlète humain, la partie dont le docteur Agnès Gardan va se charger dans un deuxième temps. Alors, on s'est réparti les 45 minutes de façon inéquitable, c'est-à-dire que je vais prendre un peu plus de temps. Mon exposé va peut-être être un peu lourd en nombre de diapositives, puisque par fainéantise, il datait de février 2008 et je ne l'ai pas vraiment retouché. Donc il y a des diapositives qui vont dérouler très vite, mais ça, c'est pas très très grave. Alors, pour introduire cette notion du dopage chez le cheval, alors déjà, on va parler de dopage, entre guillemets, dopage innocent, c'est-à-dire le dopage par négligence, par méconnaissance ou par manque de précaution. Le dopage intentionnel, bien évidemment, là, on peut rien pour ceux qui le pratiquent, donc on va l'exclure. Alors, pour introduire cette notion, je vais vous parler d'une enquête qui avait été réalisée en 2006. On m'avait demandé de faire ça pour préparer le séminaire des Jeux mondiaux. Donc c'est une enquête qui concernait 30 cavaliers 120 chevaux et 30 cavaliers 120 chevaux de haut niveau, puisque c'était les 3 disciplines olympiques, plus le reining, l'attelage, la voltige, et voilà. Il y avait 6 disciplines concernées. Donc il y avait un questionnaire à chaque fois qui concernait ces... Voilà. Alors la première question qui était demandée, c'est le nombre de vétérinaires concernés par chaque cheval. Et comme vous verrez, pour chaque question, j'ai fait une tranche 60%. C'est la tranche qui concerne la plupart des cas. 20% la tranche inférieure, 20% la tranche supérieure. Donc dans le nombre de vétérinaires concernés pour chaque cheval, dans 20% des cas, il y en a des fois pas, enfin ça c'était vraiment exceptionnel, ou 2. La tranche 60%, celle que je vais à chaque fois commenter, 3 vétérinaires et 20% pour 4 et plus. Donc dans la majorité des cas, pour ce type de chevaux-là, et je pense que c'est vrai pour les chevaux de compète bon niveau national, on a 3 vétérinaires impliqués dans les soins. Le nombre de personnes impliquées par les soins sur un même cheval, alors que ce soit le cavalier, le propriétaire, le groom, vétérinaire, ostéopathe, dentiste, physiothérapeute, nutritionniste, la tranche 60%, on retrouve 6 à 8 personnes. Ce qui est quand même ce qui augmente ce qu'on appelle l'entourage du cheval concerné par la santé. Donc 6 à 8 personnes dans 60% des cas. Le nombre de produits médicamenteux différents utilisés par an pour chaque cheval, dans 60% des cas, on a, donc hors complément alimentaire, on a 5 à 10 produits médicamenteux utilisés par an et par cheval, ce qui est assez représentatif. Le nombre de jours par an où un cheval a un délai d'attente, c'est-à-dire que vous savez que la plupart des médicaments, lorsque vous les administrez, il y a un délai d'attente. Bon, on sera amené à commenter ça, bien entendu. Dans 60% des cas, on a 16 à 45 jours de délai d'attente, donc délai pendant lequel le cheval ne peut pas concourir. Nombre d'examens vétérinaires par an, donc examens cliniques et examens complémentaires confondus, on a 6 à 12 examens de ce type dans 60% des cas. Et, détail important, le pourcentage de cas où chacun est au courant de ce que chacun fait, on s'aperçoit que dans moins de 50% des cas, tous les intervenants ne sont pas au courant de ce que font les autres. Donc si on résume sur ces chevaux-là, les soins d'un cheval de concours, c'est en moyenne, donc dans 60% des cas, 7 personnes, dont 3 vétérinaires, qui utilisent 8 molécules différentes, prescrites lors de 9 examens, et qui nécessitent 30 jours de délai d'attente. Et dans 50% des cas, les actions des intervenants ne sont pas connues de tous. Donc quand on a lu ça, on peut effectivement assez bien s'imaginer qu'il peut y avoir des loupés non intentionnels, des négligences, des méconnaissances, et surtout liées au fait que la transparence n'est pas absolue. Alors, la transparence, elle n'est pas absolue, et c'est vrai que personne ne crie sur tous les toits ce qu'a son cheval et pourquoi il est soigné, c'est bien évident. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui centralise un dossier clinique sur chaque cheval, et il faut être particulièrement vigilant là-dessus. Alors la définition du dopage date du colloque d'Uriage, qui date des années 60.
c'est l'utilisation de substances et de moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement en vue ou à l'occasion de la compétition et qui peut porter préjudice à l'éthique sportive et à l'intégrité physique et psychique de l'athlète. Donc ça, c'est une définition très très générale. Si on l'applique au cheval, il y a une atteinte de l'éthique et de la régularité, donc ça, il n'y a pas d'autres commentaires à ajouter. Un manque de respect sur la santé et le bien-être du cheval, c'est vrai que soigner un cheval, c'est parfois dégrader sa santé, hein, donc c'est une affaire de professionnel. Mais dans le cas d'un dopage avéré, donc c'est vraiment il y a un manque de respect certain. Une notion qu'on ne retrouvera pas chez l'athlète humain, c'est la sélection des reproducteurs. Hein. On met les meilleurs chevaux à la reproduction. Donc là, il y a une notion de fraude sur la qualité des reproducteurs, puisqu'ils sont dopés. Et puis il y a aussi des enjeux économiques, que ce soit sur la vente des chevaux ou sur le PMU, donc les enjeux PMU. À partir du moment où on dope, on triche, donc on modifie ces données-là. Alors les lois sur le dopage, alors là je vais passer assez vite, il y en a autant que de ministres. La dernière, a priori, c'est la loi Lamour, hein, qui a quelques particularités. Elle s'applique aux sportifs humains et aux sportifs cheval. Il y a un gros avantage, dont le docteur Gardan nous reparlera sûrement, c'est qu'en humaine, vous avez une longue liste de produits autorisés. Et comme on va le voir chez le cheval, on est très pauvrement équipé. Cette loi a une faille, c'est que c'est un règlement national et qui ne correspond pas au règlement international. Donc je vais y revenir un tout petit peu après. Cette loi donc, se déroule sur des épreuves ayant lieu en France uniquement. Alors qui est responsable en cas de problème? C'est le titulaire de la licence fédérale. Vous montez un cheval au pied levé sur un terrain de concours, le cheval est prélevé et est positif, vous êtes responsable. C'est quand même une notion. Alors je pense qu'en commission, à l'analyse de la situation, il y aura sûrement discussion possible, mais n'empêche que le responsable, c'est le titulaire de la licence fédérale. Si c'est un mineur, eh bien ça sera l'individu plus la personne responsable de ce mineur. Le coach, l'entraîneur, les parents. Alors, est-ce que c'est le dopage? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Il faut parler un peu chiffres. Très rapidement, on a coutume de dire que dans les courses, ils sont assez tentés par ce genre de pratique. Bon, les chiffres, il y a 4 grands organismes qui gèrent les engagements des chevaux. Il y a France Galop pour les galopeurs, il y a le cheval français pour les trotteurs, la FFE pour les compétitions des chevaux de 7 ans et plus, et puis la SHF pour les jeunes chevaux. Bon. Si on regarde le nombre de partants, on a plus de 70 000 partants en galop, 144 000 en trot, plus d'1 million d'engagements au niveau de la FFE et 110 000 engagements au niveau de la SHF. Le nombre de contrôles positifs, on va se centrer sur France Galop et FFE pour 7 654 prélèvements d'un côté, donc 10 fois plus que dans les sports équestres, 697. On a 19 positifs chez les galopeurs et 18 chez les chevaux de concours. Donc, il y a un ratio d'1 sur 10. Si on lit que ces chiffres-là, on s'aperçoit qu'il y a 10 fois plus de pratiques de ce type-là dans les sports équestres que dans les courses. Bon. C'est une constatation qui tord un petit peu le coup à la notion de tricherie chez les galopeurs. Alors tout simplement, l'argument c'est que pour plus d'1 million de prélèvements dans les sports équestres, il y a 697 prélèvements, c'est donc exceptionnel. C'est 0,07% des partants. Chez les galopeurs, pour 70 000, il y a 7 000, donc vous avez une chance sur 10 d'être prélevé. C'est-à-dire que pratiquement tout gagnant de course est prélevé. Et puis le 1, le 2, le 3 dans les listed ou courses de groupe, et ainsi de suite. Donc c'est certainement la raison. Donc c'est la peur du gendarme qui